Que sont les méga-tendances? Comment passent-elles au-delà de la volatilité quotidienne? Et pourquoi est-il intéressant en tant qu'investisseur de connaître ces tendances? Je pose la question à Romain Diedericx, gestionnaire de portefeuille chez KBC Asset Management. Vous préférez écouter cette conversation plutôt que de la regarder? Abonnez-vous à notre chaîne Spotify ou iTunes Financial DJ. Je vous souhaite la bienvenue, heureuse de vous compter parmi nous pour ce nouveau Zoom Invest. Bonjour Romain, bienvenue. Bonjour Marc, merci. Romain, je vais droit au but. Que sont les méga-tendances? Alors, pour nous, les méga-tendances, il y a 4 vraiment caractéristiques qui les distinguent. La première, c'est qu'une méga-tendance doit avoir un impact à long terme. Donc nous, on pense à un horizon de 10 à 50 ans. Ensuite, une méga-tendance doit être mondiale, elle doit être globale. Elle doit avoir un impact sur différents secteurs et différentes régions. Ensuite, troisièmement, une méga-tendance doit avoir des impacts importants, bien entendu. Donc, elle doit changer les choses de manière vraiment fondamentale. Et dernièrement, une méga-tendance doit créer des opportunités, naturellement, vu que, en tant qu'investisseur, c'est ce qu'on recherche en permanence, des opportunités. OK, très bien. Maintenant, KBC propose 11 méga-tendances. Nous n'allons pas toutes les aborder, c'est normal, ça nous portera trop loin. Mais est-ce que vous pouvez mettre en évidence les 2 plus importantes selon toi? Oui. Alors, la première dont je vais parler, c'est la tendance du vieillissement de la population, qui est bien connue de tout le monde, bien sûr, on en parle beaucoup dans l'actualité. C'est un thème très important qui va avoir des impacts énormes sur l'économie, mais pas uniquement pendant très longtemps. En 2050, la population âgée de plus de 60 ans va passer de 1,2 milliard aujourd'hui à 2 milliards, ce qui est plus de 1/5 de la population mondiale. Donc c'est vraiment une évolution énorme. Et c'est un changement qui va avoir lieu partout dans le monde. Donc là, on est vraiment sur, comme je l'ai dit, une méga tendance, parce que ça aura des impacts à long terme et des impacts globaux. Oui, un impact profond, ouais, c'est évident. Oui, bien sûr, sur plusieurs choses, bien entendu, vu l'importance du thème. Je pense notamment aux soins de santé. Également, le vieillissement de la population va avoir un impact sur le caractère abordable des pensions, des dépenses de sécurité sociale, etc. Sur le marché du travail également, bien évidemment, avec le vieillissement de la population, la part de la population active va diminuer, ce qui va un petit peu freiner la croissance économique. Maintenant, il y a également du positif et des opportunités. Je pense notamment à la Silver Economy. C'est le fait de créer ou d'adapter des produits ou des services pour les personnes âgées. Donc, opportunité de ce côté-là. Malheureusement, en vieillissant, les pépins de santé s'accumulent. Les gens de 60 ans ont une chance sur 2 d'être touchés par 1 ou 2 maladies chroniques. Donc, ça crée aussi des opportunités côté soins de santé, innovation médicale, etc. OK. Donc d'abord, le vieillissement. Mais quelle est la deuxième méga tendance que tu veux mettre en évidence? Alors, le deuxième thème dont je vais parler, c'est le thème des technologies transformatrices, dont l'IA est vraiment l'intelligence artificielle, la figure de proue. Quand on voit les sommes qui sont dépensées par les géants du secteur, tels que Google, Apple, etc., on se dit que c'est vraiment un secteur en plein essor. Et je pense que ça va vraiment avoir un énorme impact sur l'économie, sur les vies de chacun. Quand on entend Sam Altman, par exemple, qui est le CEO de OpenAI, qui dit que l'intelligence artificielle aura un impact sur pratiquement tous les secteurs et un impact majeur. Si on écoute Google, Alphabet, la maison mère de Google, ils disent que l'intelligence artificielle est la plus grosse avancée technologique de nos vies. Alors bien sûr, ce sont des sociétés actives dans ce secteur-là, donc elles auront peut-être tendance à un petit peu exagérer de temps en temps pour vendre leurs produits. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde pour douter du fait que l'intelligence artificielle aura vraiment un impact majeur sur nos vies. OK, donc l'intelligence artificielle fait l'objet d'un tapage médiatique, mais on est plus loin que ça, je suppose. À l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment un impact.
Oui, en effet, ça a déjà des impacts énormes à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, mais on n'est pas à l'abri, bien entendu, que le secteur se soumette également à la loi d'Amara, nommée d'après le scientifique américain Roy Amara. Et son adage, donc, la loi d'Amara, c'est qu'on a tendance à surestimer les impacts à court terme de la technologie, mais on a tendance à sous-estimer ses impacts à long terme. Ouais. Donc on peut également parler du cycle de croissance de Gartner qui repose aussi sur cet adage qui dit qu'après une avancée majeure, comme c'est le cas avec ChatGPT par exemple, les gens ont tendance à avoir des attentes énormes, exagérées, et que donc après ça on va avoir tendance à avoir une petite période de désillusion parce que ces attentes exagérées ne sont pas satisfaites. C'est une tendance énorme, mais honnêtement, ça me fait penser spontanément à la bulle technologie dans les années 2000. Est-ce qu'on peut le comparer ? En tout cas, si on parle du cycle de Gartner et de la loi d'Amara, c'est exactement ce qui s'est passé avec la bulle technologique début des années 2000. En effet, là, il y a eu une énorme avancée technologique avec Internet, énorme émulation autour de ça, des attentes qui sont vraiment devenues très importantes. Et on a investi massivement dans l'infrastructure réseau. On a construit des réseaux de fibre optique, etc., avec en tête le fait que le trafic Internet doublerait tous les 100 jours. Ce qui, avec le recul, maintenant, on se rend bien compte que c'était pas réaliste, c'était vraiment exagéré. Donc, ces attentes exagérées ont été déçues. Mais on s'est bien rendu compte qu'après quelques années, donc un peu plus longtemps que prévu, ou qu'attendu en tout cas, ces infrastructures réseau ont fini par être utilisées pleinement. Oui. Et c'est bien ça, en fait, qui distingue une méga tendance d'un simple engouement. Un simple engouement, une fois qu'on est déçu, on peut l'oublier, c'est parti, ça n'existe plus. Une méga tendance continue à se développer, dans le fond, même si on est un petit peu déçu, et au bout de quelques années, on se rend bien compte que les impacts sont là. OK. Maintenant, pour le futur, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de l'intelligence artificielle ? Donc oui, il faut bien comprendre que l'IA, c'est bien plus que simplement le matériel, les puces, les centres de données, l'infrastructure cloud, etc. Ça va plus loin que ça. Si je me réfère à NVIDIA, par exemple, eux, ils parlent de 4 phases de l'intelligence artificielle. La première phase, c'est l'intelligence artificielle perceptuelle. Donc c'est une phase dans laquelle l'intelligence artificielle va reconnaître des formes. Je pense notamment au modèle de langage qui existe depuis longtemps, mais qui n'était pas très développé. Oui. La deuxième phase dans laquelle on est actuellement et qui a vraiment tout accéléré, c'est la phase de l'IA générative. Oui. Donc avec des modèles tels que ChatGPT, Copilot, etc., on va pouvoir créer du texte, des sons, des images, etc. La troisième phase, ça va être celle des agents d'intelligence artificielle. Donc, ce sont des systèmes informatiques, mais capables d'agir de manière autonome. Ouais. Donc on peut penser par exemple à un assistant personnel quelque part, mais à la place d'être une personne, c'est un robot. Donc c'est des agents qui sont capables de gérer notre agenda, réserver des vacances, répondre à des emails, etc. Et alors ces agents peuvent même communiquer entre eux. Imaginons que je veux aller au resto la semaine prochaine, je peux demander à mon agent de communiquer avec l'agent d'un restaurant quelque part et de lui-même faire la réservation. Oui. Et quelle est alors la dernière étape de l'intelligence artificielle ? Donc la dernière phase, c'est la phase de l'IA physique. Donc vraiment la présence physique de l'IA à nos côtés, telle que la conduite autonome, les robots entre guillemets humains, ce genre de choses. Maintenant, il faut bien se dire que ces phases ne sont pas exhaustives et c'est une simplification de la réalité. Il va y avoir des overlaps d'une phase à l'autre, etc. Mais c'est vraiment pour montrer qu'il reste énormément de choses à faire avec l'IA et donc énormément d'opportunités. OK. Maintenant, une méga tendance porte sur une longue durée. C'est typique pour une méga tendance. Mais comment alors trouver qu'une méga tendance, par exemple, n'est plus d'actualité ou même encore plus important si une nouvelle méga tendance est en train de se développer?
Alors, c'est sûr qu'on ne se réunit pas chaque année avec un comité pour trouver de nouvelles méga-tendances ou pour dire clair, telle méga-tendance n'existe plus. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On a identifié des méga-tendances, on les suit, on les monitore de manière continue et de temps en temps, on apporte un changement. Comme le dernier changement qu'on a apporté, il y a un peu moins de 2 ans, on a ajouté l'indépendance stratégique. L'indépendance stratégique. Mais ça sonne un peu comme le contraire, je dirais, de la mondialisation, n'est-ce pas ? Dans l'idée, c'est exactement ça. Alors la mondialisation, bien sûr, n'est pas partie. Elle a peut-être un petit peu reculé parce qu'on s'est bien rendu compte, on a eu des événements ces dernières années, notamment le Covid, la guerre en Ukraine, qui nous ont fait un petit peu ouvrir les yeux sur la globalisation à outrance qu'on connaissait avant. On s'est peut-être rendu compte que c'était un peu risqué d'être trop dépendant d'un certain pays, d'un certain régime, de certaines chaînes d'approvisionnement qui peuvent être coupées de manière unilatérale. Et donc, on se rend compte qu'il y a cette tendance à un petit peu plus d'autonomie et d'indépendance stratégique. OK. Et puis, il arrive Trump, inévitable, avec une politique étrangère qui est plutôt confrontée, plutôt d'aller vers une conversation, avec pas mal d'incertitudes que ça entraîne, n'est-ce pas ? Exactement. Donc Trump est quelque part le meilleur exemple de ce thème d'autonomie ou d'indépendance stratégique, parce qu'on voit bien qu'à travers toutes ces politiques, ou la majorité de ces politiques, ce sont des politiques plus centrées sur les États-Unis et donc contre, entre guillemets, la mondialisation. Il est anti-immigration, il a instauré même des droits de douane sur énormément de pays, pratiquement le monde entier. Il s'oppose régulièrement aux institutions internationales telles que l'ONU, l'OMS, etc. Et donc, il a fait également ouvrir les yeux, notamment à l'Europe, aux pays européens, sur le fait qu'il faut un petit peu plus d'indépendance stratégique. La globalisation ne va pas partir et s'éteindre, et voilà, on ne va pas vivre en autarcie à partir de maintenant, bien entendu, mais l'indépendance stratégique, on pense vraiment que ça va être un thème qui va rester pendant des années et qui va également être mondial. Et c'est pour ça qu'on voit ça également comme une méga tendance. Même après Trump, ça existerait même toujours. Oui, je pense que ce sera là pour rester. Donc, est-ce que j'ai raison quand je dis que c'est vraiment les méga tendances, c'est donc naturellement sur le long terme. Donc, vous n'allez jamais intervenir si jamais il se passe quelque chose sur la bourse à court terme ou que Trump dit quelque chose. On passe au-delà de ça, je suppose. Voilà, alors c'est exactement les bienfaits, j'ai envie de dire, d'investir en méga tendance. C'est qu'on ne va pas se fier, ou en tout cas dépendre trop d'événements à très court terme comme ceux que dit Trump, parce qu'il peut se réveiller un matin et dire quelque chose et dire le lendemain matin l'opposé. On a vraiment des thèmes à long terme qu'on a identifiés et on se focalise vraiment sur ces thèmes et on reste investi sur ces thèmes. Ouais. Mais j'aime bien vous entendre dire que les méga-tendances donnent des opportunités, mais ils sont très globales aussi, ils sont très larges. Comment est-ce que vous allez alors distiller des opportunités en termes de placement ? Alors, donc la première partie, c'est vraiment identifier une méga-tendance. On ne peut pas directement investir dans une tendance. Après, ce qu'on fait, c'est un screening. On groupe les sociétés dans différents secteurs, différents groupes, et on identifie les groupes qui répondent le mieux à ces tendances, qui apportent des solutions et qui devraient profiter de ces tendances dans le futur. Et c'est comme ça qu'on construit du coup nos portefeuilles. Non. Vous passez à travers des thèmes pour vraiment investir. Bon exemple. Est-ce qu'il y a encore un autre exemple que vous pouvez nous donner ? Oui, si je reviens sur l'indépendance stratégique, je peux parler du secteur de la cybersécurité, par exemple. C'est un thème qui devient vraiment de plus en plus important parce qu'avec l'essor de la technologie, la criminalité en ligne progresse beaucoup plus vite, proportionnellement, que la criminalité réelle, entre guillemets. Et ça va toucher un petit peu tout le monde. La cybercriminalité va toucher des particuliers ou des sociétés pour leur demander des rançons, les escroquer, etc. Mais également les États pour tenter de les déstabiliser, les affaiblir, etc. Et donc, il y a un réel besoin croissant en termes de cybersécurité. Et donc, on regarde aux sociétés qui développent des logiciels en lien avec la
la cybersécurité, et c'est un thème qu'on aime bien. Alors, c'est pas forcément facile de trouver les bons noms, donc on va se diversifier dans le secteur qui est relativement cher également, même si on croit qu'il a encore de l'avenir. Donc, on va se diversifier dans le secteur pour réduire les risques et on va s'exposer justement, point de vue indépendance stratégique, notamment au secteur de la cybersécurité. OK. Ce que je pense alors, c'est est-ce que vous ne voyez parfois des thèmes où vous dites vous-même c'est peut-être encore trop tôt pour y investir parce que, par exemple, il n'y a pas encore assez de sociétés qui sont cotées en bourse pour vraiment capter ce thème? Oui, ça arrive. Un exemple très concret, c'est l'informatique quantique. C'est un sujet assez récent, ou en tout cas, il n'est pas encore énormément exploité par les sociétés, ou en tout cas par des grosses sociétés. Alors, les acteurs majeurs dans le secteur sont vraiment les géants de l'informatique, les Alphabet, Apple, etc. Mais, vu la taille de ces sociétés, leur activité liée à l'informatique quantique est très faible proportionnellement au reste des activités qu'ils ont. Donc ça veut dire que le secteur, enfin la partie informatique quantique ne va pas avoir un gros impact sur le cours de bourse de ces sociétés-là. Alors on pourrait s'exposer à d'autres sociétés qui ne font que ça, mais elles sont beaucoup plus petites, elles sont plus rares également, donc ce serait plus risqué. Et en fin de compte, on aurait du mal à être vraiment très exposé au secteur. Donc c'est quelque chose pour l'instant qu'on essaie plutôt d'intégrer au secteur informatique et IA de manière générale, sans avoir vraiment un basket informatique quantique dédié aujourd'hui. OK. Nous arrivons presque à la fin de cette conversation, mais quand même encore une dernière question. Selon vous, quel est l'atout le plus important pour un investisseur de garder ces méga tendances en tête? Alors, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, pour moi, ce qu'il faut vraiment garder en tête quand on investit en méga tendance, c'est cette optique à long terme. Donc, il va y avoir de la volatilité à court terme qui va être créée par toute une série de choses, et notamment par Trump. Mais il faut vraiment garder cet état d'esprit où on a une tendance en tête qui va mettre des années à se développer, et on garde vraiment ça à l'esprit, et c'est ça qu'on garde comme objectif, on reste investi dans la tendance et à long terme, on pense que ça va marcher. Donc en gros, Trump, on sait qu'il adore tweeter et qu'il bouge beaucoup les marchés avec ses tweets, mais nous, on conseille d'investir dans des tendances et pas dans des tweets. OK. C'est une belle conclusion, Romain. Maintenant, permettez-moi de rassembler un peu cette conversation en 3 points que j'ai retenus. Entre autres, que c'est une chose de repérer des tendances, mais c'est une autre d'y associer une approche en termes de matière d'investissement. Exactement. Que les tendances sont porteuses d'incertitudes, mais également des opportunités. Ouais. Et alors, une dernière chose, mais très importante, les méga-tendances servent comme boussole. Des boussoles qui donnent aux investisseurs une opportunité ou une occasion de transformer les changements structurels en investissements futurs. Exactement. Plus ou moins ça? C'est ça, tout à fait. OK. Merci pour vos réflexions, Romain. Merci, Marc. Voilà, nous sommes venus à la fin de ce Zoom Invest. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.